nous amène à une question de Anna Ben Ali. Comment expliquer les pensées négatives, parfois destructives, qui nous passent par la tête et empêchent de vivre des moments de bonheur? On se gâche parfois très facilement la vie. Oui, parce que notre environnement, l'environnement est le grand déclencheur des émotions dans le corps, des expériences qui vont amener le signal au cerveau. Il y a aussi ce que j'appelle le rail. C'est-à-dire le rail, c'est une bonne partie de notre vie, on était habitué de penser d'une certaine manière avec négativité, ou on a un événement fort qui nous a amené à vivre une négativité. Neurologiquement, le cerveau va toujours aller vers ce qui a été développé et conçu neurologiquement. Donc, le corps, sachant ça, il va être conforme aussi avec le cerveau. Il va envoyer exactement le bon signal. La difficulté, si je peux donner une image un peu simplette, mais imaginez-vous, vous êtes en train de marcher dans le bois. Et d'un côté, vous avez un chemin, un petit chemin, une petite clairière qui est très défini, qui est facile d'accès, mais qu'à chaque fois que vous prenez ce sentier-là, vous tombez dans le trou, dans le ravin. Donc, vous vous rendez toujours dans le même chemin, mais vous arrivez toujours au même résultat. À l'encontre, on vous dit, si vous pensez d'une manière différente, donc on va vous proposer un nouveau chemin, on va vous donner une machette, on dit, voici le chemin que tu dois prendre, mais tu dois couper les branches, les arbres, les obstacles pour arriver à la maison à laquelle tu veux vraiment aller. Les gens, juste de penser à ça, c'est l'effort qu'ils veulent pas porter. Écoute, es-tu fou? Va falloir que je fasse couper tous ces arbres-là. Non, je vais continuer à faire ce que je fais. Changer un réseau neurologique, là, je vais être un peu claire sur ça. Le cerveau élague pas les mauvais réseaux. Il va les déconnecter. Parce que ça fait partie de sa boîte noire, de tous ses apprentissages. Alors, quand les gens disent « Ah, moi, je veux effacer mon passé », on n'efface pas un passé, on le déconnecte et on va créer un nouveau réseau neurologique. Alors, pour ceux qui m'écoutent, écoutez-moi. Les gens pensent qu'après 6 semaines, ils ont atteint une nouvelle habitude et c'est le danger, le pourquoi que les gens abandonnent. Après 6 semaines, le cerveau a commencé à connecter, à créer de nouveaux réseaux neurologiques et doucement, il commence à déconnecter les anciens. Mais il l'a pas, oui. Il y a même 21 jours. Il y en a qui parlent d'un cycle de 21 jours. J'y arrive. OK. J'y arrive. Alors, au bout de 6 semaines, on se sent mieux, on a l'impression qu'on a pris vraiment une bonne habitude et souvent, il y a plusieurs personnes qui vont abandonner là parce que, comme je disais tout à l'heure, ils vont reprendre, j'appelle ça l'autorisation morale, j'ai le droit de me faire une récompense. Il n'y a rien de pire pour le cerveau et le corps, surtout le corps, de dire je me donne une récompense. On en reparlera tout à l'heure de ça. Alors, en fait, après 3 mois, le cerveau va dire, on est au-delà des 21 jours, au bout de 3 mois, le cerveau va dire, je pense que j'ai établi une nouvelle habitude, mais il n'est pas certain. Alors, il consolide pas encore le réseau neurologique en question. Chaque fois, à l'intérieur de 3 mois, à l'intérieur de 6 semaines, si la nouvelle habitude n'est pas conservée, le cerveau va flusher le nouveau réseau. Il va revenir à l'ancien, dont le rail que je revenais tantôt au niveau des pensées négatives. Alors, la personne, elle veut se construire des pensées positives. Elle doit créer pendant 6 semaines, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Non, ça va prendre 1 année. Ça prend 1 année éprouvé cérébralement avec toutes la nouvelle technologie pour les scans, que ça prend 1 an au cerveau pour conserver une nouvelle habitude, un nouveau comportement, un changement de croyance établi. Et c'est pour ça que le changement est difficile. Il est pas évident à installer parce que c'est neurologique en fait. Et quand on est en train d'installer et qu'on expérimente justement ces connexions, déconnexions, on peut dire qu'on pète un plomb. Ça s'explique neurologiquement. Oui, exact. Ça va s'expliquer. En fait, c'est le corps qui va t'amener à vivre cette expérience-là d'irritabilité, d'impatience, de colère. Pourquoi? Parce que ce qu'il connaît, c'est ce qu'on on a enseigné ceci au corps. Alors, moi, j'explique aux gens, parce que les gens me disent, oui, mais je fais des affirmations positives, ça fonctionne pas. Je dis, non, ça pourra pas fonctionner. Pourquoi? Parce que
tu les ressens pas réellement. Et moi, l'image que je dis aux gens, imaginez-vous un beau poisson noir. Il est magnifique dans l'océan. Et partout autour, il y a des petits poissons jaunes qui sont très, très beaux et qui vivent comme un peu en harmonie avec le poisson noir. Le poisson noir, c'est notre bête négative de nos pensées, de nos expériences, peu importe qu'est-ce qu'il représente. Autour, ce sont toutes les petites actions positives qu'on essaie de faire puis on pense qu'on a une pensée positive. Alors, je souris beaucoup à ces gens-là parce que j'ai dit, il vous arrive une expérience qui vous ramène à activer le poisson. Qu'est-ce qu'il va faire le poisson? Il a faim, il va bouffer littéralement vos poissons jaunes autour. Parce qu'il est beaucoup plus gros, beaucoup plus corpulent et il va prendre le dessus. Pensez à toutes les fois que les gens pensent à une nouvelle manière d'être et arrive une situation qui déclenche l'ancienne manière d'être et ils retombent automatiquement soit dans leur colère, leur peine, leur chagrin, leur injustice, le rejet, l'abandon, toutes ces émotions-là. Il y a des déclencheurs extérieurs qui nous font donc perdre du temps dans cette volonté de transformation. L'environnement. Je parle beaucoup de l'environnement. L'environnement, elle n'est pas obligée. L'environnement, pour moi, c'est les gens qu'on connaît, la famille, les amis, le travail, la maison, les meubles, les objets, les photos. L'environnement, c'est tout ça. L'environnement, quand il est sain, il va me rappeler des choses extraordinaires. Par exemple, donner un exemple, vous êtes assis dans le salon, vous avez eu souvent des conflits avec le conjoint, vous vous êtes chicané dans le salon, engueulé, et vous vous séparez, et vous décidez de garder votre ameublement de salon. Vous asseyez dans le salon, et tout à coup, vous recommencez à penser à l'engueulade. Pourquoi? Parce que l'environnement, c'est là qu'avait lieu l'engueulade. Ou il y a quelqu'un qui est décédé, vous voyez juste sa photo sur le mur, et la photo dans votre inconscient réveille l'émotion de la perte, donc du chagrin, de la peine. L'environnement, c'est aussi des gens qui nous projettent une personne qu'on a connue soit de bien ou de mal dans notre passé, avec laquelle on va dire « wow, je m'entends bien » ou « wow, elle me fait chier ». Mais ça n'a rien à voir avec la personne qui est devant nous. L'autre, elle nous reflète constamment ce qu'on est intérieurement. Donc, le corps va amener la réaction conforme à son environnement. Merci, France. Je poursuis avec les questions. C'est une réflexion-question. Il y en a plusieurs. Et notre corps nous envoie donc un signal pour nous dire que notre schéma de pensée n'est, je suppose, pas correct pour notre harmonie, ou certaines traditions orientales comme la médecine chinoise ou l'Ayurveda, si je ne me trompe pas, disent que si on dysfonctionne mentalement, c'est qu'il y a quelque chose dans notre corps qu'il faut soigner. Qu'en pensez-vous? En fait, le corps indique les pensées négatives, en fait, les émotions des expériences vécues. Fait que le corps, en fait, le corps ne fait pas la différence entre ce qui est bon pour lui ou mauvais pour lui. Ce à quoi il est habitué, c'est la chimie qu'il reçoit, qui est fabriquée à partir du cerveau avec une pensée ressentie. Alors, le corps, il va constamment aller lire dans les émotions. Fait que changer les émotions, c'est facile de savoir. Les gens vont dire « Ah, je le sens pas ». Ils mettent là « Mon Dieu, je me sens oppressé ». Ils vont parler des émotions dans le corps. En fait, pour vous donner un exemple un peu plus précis, ils ont commencé à faire vraiment des associations entre les gens qui font des tentatives de suicide et leur système digestif. C'est une Allemande qui a expliqué ça, une médecin allemande, qui expliquait que le corps ressent un mal-être. En fait, les intestins ressentent un mal-être, et ce mal-être-là envoie le signal au cerveau en disant « je me sens pas bien ». Alors, la personne est dans son environnement, tout est beau, tout est parfait. Combien de personnes on peut connaître où on a entendu que, mon Dieu, cette personne-là s'est suicidée, pourtant, elle avait un bon travail, un bon environnement, elle n'avait pas de difficultés, mais elle ressentait un mal-être, un trou noir tout le temps. Alors, ils se sont rendus compte avec les études que les intestins ont une malfonction qui est pas nécessairement, qui envoie des douleurs physiques, qui est pas diagnosticable, mais il y a un mal-être. Et le cerveau envoie constamment, il envoie ce signal-là au cerveau, et le cerveau, il dit, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Et la lourdeur est là.
Concrètement, moi, je l'ai vécu parce que de ma petite enfance, j'ai eu des intestins extrêmement lents. C'est-à-dire, j'allais à la toilette entre 4 à 6 jours. C'était très, très lent. Alors moi, j'ai ressenti toute ma vie le trou noir, la dépression, le sentiment de pas être bien, d'être mal. Puis aussi, j'ai flirté beaucoup avec le suicide. Des idées noires, j'en ai eu longtemps. Et quand j'ai commencé à régulariser les intestins, ça l'a parti. Je suis revenue dans un mieux-être. Et aujourd'hui, je comprends le pourquoi, parce que les intestins ils ont tellement de neurones. Et pour ceux qui connaissent les irrigations du côlon amènent un mieux-être. En fait, les gens se sentent tellement bien après, ça les libère, ils ont un état de légèreté parce que ça vient libérer ça aussi. J'avoue qu'il y a comme un nettoyage qui se fait sur le plan mental aussi. Exact, ça va de soi, ça va ensemble. Ça me donne envie d'y retourner, il faut bien une motivation. Moi, je suis allée parce que j'avais une amie qui commençait à prendre des cours, puis elle a dit « j'aimerais ça », puis c'était tellement pas dans ma pensée, mais j'ai trouvé ça impressionnant de voir tout ce que j'ai pu régler intérieurement, ça a libéré plein de choses, mais c'est pas, il y a pas juste ça, en fait, aussi. Merci France. Alors, Kat nous demande, je croyais que le corps était notre meilleur ami. Alors, par rapport à tout ce que tu nous transmets aujourd'hui, en quoi notre corps peut être encore considéré, s'il doit l'être, comme notre meilleur ami? Il fait quand même partie de nous, donc c'est un peu, on peut pas le mettre de côté, quoi. En fait, il faut pas le voir comme étant un ennemi, mais plutôt pour un ami qui est en train de m'apprendre sur moi-même, en train de dire, écoute, t'as pas réglé cette chose-là. Regarde-le différemment. Et moi, j'apprends à dire aux gens, c'est dompter l'animal. Alors, moi, je dis aux gens, j'amène aux gens à donner un nom à leur corps. Pour s'asseoir, pour méditer, par exemple. Alors, les gens, je m'assois, je suis impatiente, j'ai pas le goût. Je vais dire, moi, j'ai appelé mon corps Madame I want to quit parce que j'étais quelqu'un qui fuyait beaucoup. Alors, je disais, arrête de fuir, tu restes. Comme un dire au chien qui veut dire, ben, va-t'en pas, reste assis. Parce que le corps, il veut aller à l'encontre de la nouvelle chimie. Ce qu'on essaie de faire, c'est que notre esprit devienne le maître du corps et non pas que le corps soit le maître de notre esprit. Et lorsqu'on arrive à faire les deux en même temps, on tombe dans une harmonie magnifique. Et là, les besoins du corps changent. C'est-à-dire, si je prends une nouvelle habitude, une nouvelle manière d'être, un nouveau comportement, une nouvelle croyance, peu importe, et que je maintiens cette nouvelle chose-là pendant une année complète, il faut pas être découragé avec une année, ça passe très, très rapidement, en fait. Le corps, à ce moment-là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui devient, là, il devient encore plus notre meilleur ami parce que là, il devient complètement dopé de sa nouvelle chimie. Il y a une chimie qui va l'amener vers la bonne direction. Comme par exemple, j'entends souvent des gens me dire « Hey, là, ça fait 3 jours que j'ai pas fait de sport, j'ai hâte d'en faire parce que ça me manque. J'ai hâte de manger ma salade parce que là, ça fait comme 2-3 jours, je mange pas bien, puis je veux retourner à manger bien. » Et moi, je me suis entendu dire dernièrement « Wow, j'ai hâte de m'asseoir pour méditer parce que j'ai vraiment le goût, parce que ça me donne un plaisir. » Alors, le corps, il devient un très, très bon ami à ce moment-là. Est-ce qu'on peut être dopé, accro à quelque chose qu'on estime être bon pour nous, mais qui est en fait comme une béquille? Tout à fait. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Puis c'est évidemment la difficulté du parcours d'être capable de devenir de très, très bons observateurs. Parce que je répète sans arrêt aux gens, vous devez observer qui vous êtes et comment l'environnement vous envoie les signaux. On ne peut pas voir de soi si l'environnement ne reflète pas qui on est. Et dans la même mesure, je ne peux pas complimenter quelqu'un de quelque chose si je ne le porte pas. Alors, les gens qui critiquent, qui ont l'argument facile, généralement, ils peuvent pas voir ce qui est extraordinaire parce que leur tête est pas dans le rail de l'extraordinaire, c'est dans le rail de la victime, en fait. Alors, si moi, je décide d'observer mon environnement et comment cet environnement-là interagit avec moi. Donc, si quelqu'un, je le regarde et me dit « Ah, mais lui, il me tape vraiment sur les nerfs », mais en fait, c'est pas la personne qui me tape sur les nerfs, c'est
Qu'est-ce que cette personne-là est en train de m'enseigner à moi, que je dois aller voir et je dois regarder pour changer qui je suis? Mais c'est pas toujours facile parce que les gens, ils veulent pas parfois se faire dire qu'ils sont... le défaut qu'ils voient dans l'autre, ils veulent pas se l'approprier parce que c'est vraiment difficile de s'approprier un défaut. Donc, à partir du moment qu'on commence à aller dans cette observation-là, j'assume que l'autre est mon reflet à 100%. Et là, c'est la plus belle, c'est le plus beau début d'une quête magnifique avec soi. Et c'est là que les gens peuvent avoir des transformations rapides, spontanées de qui ils sont. Parce que les gens cherchent toute la baguette magique, mais il n'y en a pas de baguette magique, ça n'existe pas. Si c'était si facile, tout le monde le ferait de toute façon. Je reviens toujours à ça. Il nous reste un quart d'heure ensemble, France. Okay. Est-ce qu'on peut en profiter pour peut-être avoir quelques conseils pratico-pratiques, des choses que tu enseignes qui permettent, à la lumière de tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, de dépasser ces contraintes qu'on rencontre au quotidien ou ces blocages qu'on peut traîner depuis parfois de longues années? Je pense que le premier truc qui est peut-être le moins plaisant, c'est de regarder les gens avec lesquels j'ai le moins d'affinité qui sont dans mon environnement. Pourquoi cette personne-là vient éveiller en moi l'émotion? C'est cette émotion-là qui doit être regardée. Pourquoi, par exemple, quelqu'un vit de l'abandon ou du rejet ou de l'injustice? Qu'est-ce qui fait que moi, je vis de l'injustice intérieurement face à la situation ou la personne qui est devant moi? Est-ce que peut-être dans l'enfance, dans l'environnement de mes parents, on m'a amené à vivre de l'injustice, j'étais moins regardée, mais c'est toujours en fonction d'une perception. Vous savez, les souvenirs qu'on a, c'est une perception d'un moment qui n'est pas la réalité. C'est 85% de notre vie ne sont que des perceptions en passant. Donc, l'histoire que je véhicule dans mon passé, dans mon enfance, n'est qu'une perception d'un moment mal répondu dans un moment donné. Mais peu importe, cette douleur-là, cette souffrance-là, on la transporte au fur des années qui s'écoulent et ça devient de plus en plus gros parce que je le porte, je l'attire. Si je l'attire, je le vis. Et si je l'attire et je le vis, je continue de construire ou de creuser mon rail et à un moment donné, toutes mes expériences deviennent conformes à l'émotion qui est engrangée. Donc, l'observation me dit, pourquoi cette personne-là me fait-elle réagir? Bon, là, on va me dire, oui, mais je le sais, mais qu'est-ce qui va faire que juste le sais, ça ne règle pas mon problème? En fait, la raison pourquoi qu'on le vit, c'est de se dire que lorsque la personne me fait vivre de l'injustice et que cette injustice-là, je l'ai vécue dans ma petite enfance, au moment que je vis l'injustice dans mon moment adulte, la personne qui est devant moi inconsciemment devient l'autorité parentale du moment que j'ai vécu l'injustice et moi, je redeviens l'enfant face à l'autorité parentale. Et la seule chose qu'on doit se dire à ce moment-là, c'est que cette personnalité-là de moi n'est plus moi. Ça appartient à mon passé. Donc, je suis aujourd'hui une adulte et la personne qui est devant moi n'est pas mon père, n'est pas ma mère ou n'est pas l'événement que j'ai vécu dans ma petite enfance. Et normalement, en faisant ce travail-là de recadrage, ça va modifier avec le temps. Alors, imaginez-vous que vous avez creusé un trou et là, ce trou-là s'appelle le rail de l'injustice et chaque fois que vous allez recadrer, c'est comme si vous placiez une pelletée de terre dans le trou et ça va prendre du temps, un certain nombre de temps pour niveler, pour, on va dire, renflouer l'espace dans lequel on est. Parce que le corps, il n'est pas fou, il va revenir constamment vérifier si on a vraiment, vraiment transformé quelque chose. Et je vous dirais qu'il n'y a pas autre chose que l'observation qui va nous amener à transformer qui on est. Et là, je suis en train de vous dire aussi que ça va demander un effort. Ça va demander de l'assiduité. Ça demande beaucoup, beaucoup de choses pour transformer quelque chose. Il n'y a pas de baguette magique. Toutes les thérapeutes que les gens vont aller voir, moi j'en étais une thérapeute, j'en ai vu des gens, et un jour j'ai réalisé que je n'étais pas du tout responsable de la guérison ou de la transformation de quelqu'un parce que si la personne intérieurement n'est pas convaincue, ça se passera pas. Mais si la personne te donne suffisamment de foi et croit que toi,
tu peux transformer la personne, elle peut se faire transformer, il va avoir, oui, un effet de transformation. C'est ce qu'on va appeler l'effet du placebo d'une certaine manière. Donc, cet effet-là, moi, je m'en fous de comment ceci va se passer. Ce qui est important, c'est le résultat et que le résultat soit durable. Mais la première personne qui change son environnement intérieur, ses émotions intérieures, c'est soi. Ce n'est pas personne d'autre qui va y arriver. Et les croyances vont faire que ça va fonctionner ou pas. Est-ce que j'ai le temps de raconter une petite histoire par rapport au placebo? Oui, il reste 10 minutes avec plaisir. Alors, je vais terminer avec un peu avec ça pour vous conclure après. Wayne Dyer, qui est un écrivain célèbre, racontait une petite histoire dans un de ses livres qui disait, il y avait un de ses amis, son père, cet ami-là, son père était très malade, il était mourant en fait. Alors, il avait décidé d'aller faire le chemin de Compostelle pour le plaisir. Et sur le chemin de Compostelle, il est en train de penser à son père et tout à coup au sol, il voit un minuscule morceau de bois usé par la marche et tout, par les intempéries. Alors, il a une idée. Il ramasse le morceau de bois, il le met dans un contenant vert et il le scelle. Son père était un fervent croyant de Saint François d'Assise. Alors, il revient au pays, il voit son père qui était étendu, qui s'en allait vers la mort. Puis il dit à son papa, il dit, regarde papa, il dit, j'étais à Saint-Jacques-de-Compostelle, ils vendaient des reliques de Saint François d'Assise, et j'ai acheté à prix d'or ce morceau de croix-là pour toi. Son père a pris ce truc-là, il l'a tenu dans ses mains, il a tellement cru que Saint François pouvait le guérir, qu'il est guéri. Il est sorti de sa maladie. Alors, est-ce que vous pensez que le fils est allé dire à son père que c'est un vulgaire morceau de bois qu'il trouvait par terre? Non. Ce qu'il voulait, c'est le résultat. Il l'a obtenu. Alors, pour toute chose qu'on croit, nos croyances vont devenir vraies. Alors, si je crois que ce traitement va me guérir, il va arriver à la guérison. Si je crois que ceci n'aura pas d'effet sur moi, ceci ne va pas avoir d'effet sur moi. Alors, peu importe qu'est-ce qu'on croit, l'importance pour moi, c'est de placer son attention sur ce qui est bien, sur ce qui est beau, ne pas se raconter des menteries ou des balivernes par rapport à certaines choses, mais d'être une personne parfaitement honnête et avoir un regard intérieur avec beaucoup d'amour et beaucoup d'acceptation du passé. Le passé, on ne pourra jamais le changer. Il a toujours été celui qu'il a été. Et j'ai le choix de m'en faire soit un ravin ou soit de m'en faire un tremplin. Et tous ceux qui vivent dans le passé préfèrent de vivre dans le ravin, ignorent le tremplin. Il y a un tremplin dans chaque ravin et pour peu importe la dureté de l'enfance, la dureté des expériences qu'il y a eu passées, la vie est remplie d'histoires de gens qui ont vécu les horreurs et qui vivent aujourd'hui des vies extraordinaires. Alors, ça l'appartient, on est responsable de la qualité de la vie qu'on veut se donner et cette responsabilité-là, elle appartient à changer de la manière qu'on observe notre vie et choisissez d'observer votre vie sur l'extraordinaire et non pas le passé qui est désagréable et qui va pas vous mener à nulle part. Et la raison pourquoi les gens le font puis qu'ils restent dans leur passé, c'est parce que c'est une doudou parfois réconfortante qui fait moins peur souvent que l'inconnu qui est en avant. Mais aussi, des fois, les gens aiment avoir aussi l'attention sur eux dans un passé désagréable qui leur amène ce qu'ils ont besoin. Donc, vient nourrir la chimie du corps, nourrit la manière et le cycle est repris tout simplement. Merci beaucoup, France, et merci à vous tous qui nous laissez des très gentils messages dont je ferai part à France après en privé parce qu'il nous reste peu de temps. Eh bien, il y a quand même une chose qui est soulevée dont j'aimerais parler avec toi, France, c'est l'intention. Oui. Qu'est-ce que tu penses du pouvoir de l'intention? L'intention, elle est forte et puissante à partir du moment que j'y ajoute une émotion élevée. Émotion élevée, donc, l'avoir de la gratitude dans l'intention. Le pouvoir de l'intention, c'est là où je vais mettre mon attention. Alors, si mon attention et mon intention sont positives et élevantes, avec une émotion élevée, tout ceci va se manifester parce que c'est le principe de la physique quantique, c'est le principe de tout l'univers. Donc, tout l'univers est neutre. Et tout dépendant comment est-ce que moi je décide de mettre mon intention sur ma vie, la vie va se manifester conforme à ceci.
Mais le problème, c'est que souvent les gens ont l'intention de devenir riches, par exemple, mais ils ressentent l'effet du manque, de l'effet négatif au niveau du corps. Parce que notre tête, c'est seulement que 5%, ça va demander beaucoup de temps pour modifier le poisson qui est en place pour en créer un qui est extraordinaire. Et moi, je dis aux gens d'être patients, de jamais abandonner, de continuer parce que on n'est pas au fait de ce qui est engrangé dans notre corps. Fait que, même si parfois pour certaines personnes ça arrive plus vite que d'autres, mais le fait de persévérer, percez, vous verrez, donc va avoir un résultat. Fait que n'abandonnez pas, continuez, même si l'environnement vous montre le contraire. Maintenez votre nouvelle résolution, maintenez votre nouvelle habitude, votre nouvelle croyance et ça va aller jusqu'au bout au moins pendant 1 an avant d'abandonner. C'est ça. Il y avait 2 petites choses que je voulais voir avec toi très rapidement avant qu'on se quitte. On a publié quelques citations de France Morneau cette semaine, un peu sur les réseaux sociaux, qui m'ont inspirée. J'avais très envie de les partager. Et il y a 2 choses que j'aimerais soulever avec toi. C'est la vie est en parfaite cohérence avec le subconscient. Celle-là, on l'a pas publié parce qu'on n'avait pas le temps d'en mettre. Il y en aurait beaucoup des phrases intéressantes de France. Alors c'est ça. Comment tu expliques ça? Alors, le subconscient, c'est le ventre, c'est toujours le corps qui, dans le 95%, est là. Donc, ce que je vais vibrer, en physique quantique, on dit, je vais essayer de le faire rapidement, il y a l'atome, dans l'atome, c'est 99,9 de vide versus 0,0001 matière. Notre attention est sur la matière. L'atome, à l'intérieur de l'atome, il y a des fréquences, il y a des informations, il y a des énergies. Elle va devenir absolument conforme les particules vont se manifester en fonction de l'attention et de l'émotion que j'ai. Alors, l'univers, l'ensemble de l'environnement, selon ce que je suis intérieurement, va attirer vers moi conforme. Alors, si je vibre A, je vais attirer tout ce qui est A autour de moi. Et si je vibre B, je vais attirer tout ce qui est B vers moi. Alors, c'est à moi de choisir, est-ce que je veux une intention A qui m'amène dans le positif ou B qui m'amène dans le négatif. Donc, mon environnement va venir me montrer exactement ce que je dois changer en moi. Si j'ai une récurrence dans ma vie, c'est parce que je répète constamment les mêmes choses intérieurement. Fait que mon environnement est un parfait reflet de ce que je suis intérieurement. Donc, si vous avez des belles personnes autour de vous, vous avez des choses extraordinaires qui vous arrivent, ça vous indique fortement que votre intériorité est conforme à cet environnement-là extérieur. Merci beaucoup. Et l'autre point, c'est la quête la plus difficile est celle de la responsabilisation, as-tu mentionné? Oui. On a un petit peu abordé ça, on pourrait peut-être bien expliquer sous cet angle-là? Oui, en fait, la responsabilisation, c'est qu'est-ce que je fais de mon environnement, puis qu'est-ce que j'ai tendance à vouloir, est-ce que j'ai vouloir à l'ignorer, puis accuser l'extérieur pour justifier mon état, donc à cause de mon père, ma mère, de mon chum, de ma vie, de mes expériences, on a tendance à constamment se justifier vers l'extérieur. C'est la quête la plus difficile, c'est la responsabilisation. Le point commun de toutes les expériences qu'on vit, c'est nous, on est à l'intérieur et en plein cœur de cette responsabilisation-là, parce que si j'ai un problème, c'est parce que je suis dedans. Si j'ai un conjoint, c'est parce que je suis dedans. Si j'ai je suis avec mon employeur, c'est parce que je suis dedans. Donc, qu'est-ce que moi je dois transformer? Fait que mon environnement est vraiment est vraiment conforme à qui je suis. Donc, ma quête, c'est de devenir responsable de tous les actes que j'ai posés. Puis regardez votre vie. Les gens me disent tout le temps, j'ai pas le choix. C'est pas vrai. On a toujours le choix. Ce qu'on n'accepte pas du choix, c'est la conséquence qui vient avec. Alors, généralement, les gens disent, j'accepte pas le choix si je refuse d'aller à un souper en famille. Je veux pas que la famille m'en veuille, soit fâchée après moi. Donc, je vais dire non. Mais ça, c'est inconscient derrière. On n'accepte pas la conséquence. Alors, quand on fait pas un changement d'emploi ou on cesse une séparation, on veut pas cesser une séparation avec quelqu'un, cesser une relation avec quelqu'un, c'est parce que j'accepte pas la conséquence du manque financier, du manque matériel ou peu importe qu'est-ce que c'est. Fait que généralement, c'est cette quête-là. On se responsabilise pas. Ça ramène au sentiment de culpabilité, hein, c'est ça peut-être qu'on évite. Hein. Tout à fait. On veut pas se sentir coupable. On veut toujours.
sais, il y a l'autre que tu m'as fait, que tu as écrit, c'est que les gens attendent le tsunami pour bouger. Oui, parce que sinon, ils restent confortablement assis dans leur salon puis ils feront pas d'action. Alors, pour évoluer, l'être, ce qui nous habite, son but ultime, c'est d'avancer, c'est d'évoluer, c'est d'aller au-delà des défis qui sont posés. Et si on comprend pas dans le premier défi, il va en avoir un deuxième, un troisième, un quatrième, et jusqu'à temps qu'on apprenne la leçon d'une certaine manière. Alors, une toute petite dernière question, Lucie. Nous parle des enfants. Est-ce que les expériences que vivent nos enfants sont le reflet de ce qu'on a à transformer, si j'ai bien compris le sens de la question, Lucie? En fait, les enfants, en tant qu'enfants, on absorbe des parents en fonction d'un besoin émotionnel. Par exemple, un enfant peut vivre le rejet d'une drôle de façon. Je sais pas si je vais répondre correctement à sa question, mais tu as l'enfant qui est très heureux de venir montrer son premier dessin à ses parents. Et au moment qu'il vient pour montrer le dessin à ses parents, les parents sont préoccupés par quelque chose de vraiment important. Ils vont dire, tasse-toi, j'ai pas le temps maintenant. Mais dans ce moment présent-là, l'enfant est en train d'explorer, d'apprendre à être aimé. Il a ce besoin-là. Alors, il est tout neuf. Il n'a pas eu l'imprégnation de recevoir l'amour, de la reconnaissance, par exemple. Et là, il est rejeté. Et l'événement en soi est assez neutre et pas un événement de rejet et tout ça, mais l'enfant, il va vivre ce rejet-là. Alors, il va avoir une deuxième, troisième expérience et il va être marqué pour le restant de sa vie. Là, j'ai pas le temps d'exprimer c'est quoi l'imprégnation, mais c'est vraiment important. C'est quelque chose qui est très important à comprendre dès l'enfance. De l'enfance, et tout le monde vit ça, là. Fait que tous les petits trucs de l'enfance, nos parents sont neutres à quelque part. Ils nous transmettent de l'information, du vécu, des expériences. Mais en tant qu'enfant, tout dépendant comment est-ce que la porte va s'ouvrir au moment opportun, ils vont prendre soit négativement ou positivement une même situation. C'est pour ça que dans une même famille, à expérience égale, on n'aura pas les mêmes traumatismes ou les mêmes réflexions du passé. Même si les enfants sont grands, je parle d'expériences d'enfants qui sont devenus des adultes. Oui, mais c'est une conséquence généralement de l'enfance aussi. C'est une accumulation. Là, j'ai pas le temps d'expliquer. Oui, tout on n'a plus mais... le temps. Hein. C'est oui, vraiment pour compléter par rapport à ce que Lucie me demandait. J'ai pas suffisamment de temps pour lui expliquer tout ce qu'elle veut avoir comme réponse, mais je peux expliquer beaucoup de choses. Oui, j'en doute pas. Alors, cette conférence arrive à terme. Merci infiniment, France, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Et merci à vous tous qui avez participé à cette vidéo en direct. Je vous invite à aller visiter le site de francemorneau.com, c'est tout simple, francemorneau.com, ainsi que celui de suneva.ca, où vous pourrez trouver tous nos prochains événements, des articles, et puis il y a également la nouvelle web TV de Suneva qui vient d'être créée sur Vimeo, donc n'hésitez pas à vous abonner à l'infolettre pour être tenu informé de tout ça. Également, France Morneau propose aussi un bulletin mensuel. Voilà, n'hésitez pas à aller voir un petit peu plus en détail ce qu'elle propose. Est-ce que tu souhaitais nous partager un mot de la fin? Ben en fait, si vous voulez devenir des personnes extraordinaires, ben soyez extraordinaires et vibrez l'extraordinaire et cessez de placer votre attention sur le passé, sur les choses désagréables et commencez à regarder votre vie d'une autre manière et votre vie va se transformer fantastiquement. Merci beaucoup, France. Ça fait plaisir. Merci à vous tous et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce passage à 2020 et bien faisons bon usage de tous les conseils que nous a apporté France Morneau aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Au revoir à tous. Bye. Au revoir.